Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai un invité encore spécial, j'ai juste des invités spéciaux. Alors aujourd'hui, on va te parler de collégial et tout ça après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Salut mon athlète, aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un qui va pouvoir t'aider à savoir quoi faire si tu es intéressé par le collégial. J'ai invité Claude Morin, qui est responsable du sport à André Laurando. Salut Claude. Bonjour. Claude, en premier, je veux te faire un cadeau. Je te donne, c'est une édition limitée de nos vêtements qui sont G3 Mindset. Écoute, il est super beau, tu vas être super beau avec ça. J'espère que tu vas le porter. Je sais que vos affaires, André Laurando, sont super beaux, par exemple. Non, mais c'est des belles couleurs. J'aime ton branding. Tout est bien pensé. Fait que oui, merci beaucoup. Très beau cadeau. Ça me fait plaisir. Écoute, merci d'être là. Puis je sais que tu as un horaire chargé, toi aussi. Fait qu'on a réussi à se trouver un moment pour être ensemble. Claude, j'aimerais ça que tu nous parles de premièrement, même, je te dirais qu'on a beaucoup à dire parce que je veux que tu nous parles de toi en tant qu'athlète. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton chemin? Mais j'aimerais ça rapidement que tu nous dises un peu, tu m'expliques, c'est quoi ton travail au Cégep André Laurando? Bien, moi, je suis responsable des sports au Cégep André Laurando. Donc, je m'occupe de tout ce qui est équipe sportive, étudiants-athlètes. Je gère aussi le centre sportif. Et puis, je suis impliqué dans notre fondation aussi, puis dans différentes façons amener des sous un petit peu au cégep puis bonifier nos programmes sportifs. Fait qu'en gros, si je ne me trompe pas, vous avez quand même beaucoup de sport, hein? Oui, on est rendu maintenant à 15 équipes, 300 étudiants athlètes, gars et filles, plusieurs sports diversifiés. On n'est pas tout à fait à 50-50 au niveau féminin, masculin, mais pas loin. Et puis, beaucoup de sports d'automne, hiver et tout ça. Donc, une belle diversité. Puis, non, c'est vraiment le fun. Travailler avec les jeunes étudiants athlètes là, qui veulent poursuivre leur chemin, c'est gratifiant tous les jours. Bien, là, on arrive à ça. Maintenant, toi, je ne suis pas certain. Est-ce que tu as été un étudiant athlète ou dans le temps, ça n'existait pas quand tu faisais ça? Oui, je te dirais que j'ai été peut-être dans sans dire les précurseurs, mais j'ai vécu ça à un moment donné où c'était peut-être moins populaire un petit peu. C'était pas au niveau du secondaire ou du collégial, mais plutôt au niveau universitaire. J'ai eu la chance d'aller jouer aux États-Unis, mais j'ai vécu exactement ça. Puis, ce bagage-là, ce background-là m'a amené à amener cette recette-là dans mon programme collégial, dans nos programmes et nos équipes au cégep. Fait que dans le fond, on copie un peu ce que les étudiants universitaires peuvent vivre, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, mais à l'âge junior, donc entre 17 et 22 ans pour certains sports. OK. Maintenant, toi au hockey, c'est quoi ton parcours? Tu as commencé, mettons, on part à partir du midget, à peu près. Tu as joué quoi? Même, je peux y aller vite, plus jeune que ça un petit peu. Moi, je suis originaire de la Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce. Pour ceux qui, des fois, se situent pas, c'est là que les petits gâteaux vachons, l'usine des petits gâteaux vachons sont faits. Donc, à peu près à 25 minutes au sud de Québec. J'ai grandi en jouant au hockey mineur à Sainte-Marie-de-Beauce dans la catégorie 2C jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis à 15 ans, là, je suis allé jouer pour l'Express Rive-Sud, un petit peu plus proche, dans un niveau 2A. Ça m'a amené à jouer midget 3 pour les gouverneurs de Sainte-Foy à l'âge de 16 ans, en pension à Québec, un petit peu plus loin de chez nous. Par la suite, j'ai été jouer en Saskatchewan au Collège Notre-Dame à 17 ans. Là-bas, j'ai fait midget 3 et junior. 1 an avec les Hawks de Hawkesbury à Juniora en Ontario. Je suis retourné en Saskatchewan pour une année à 19 ans, ma dernière année junior. J'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études universitaire américaine en Division 1. Donc, je suis allé jouer après ça 4 ans dans la NCAA aux États-Unis. Puis ça m'a amené à aller jouer professionnel après ça en Allemagne pendant 6 ans. Et puis, je suis revenu, j'ai joué dans la Ligue nord-américaine pendant 8 ans, jusqu'à l'âge de 38 ans. Donc, à 38 ans, j'ai pris ma retraite, puis après ça, je suis déménagé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quand même 38, es-tu dans les plus vieux? Ben, il y en a des plus vieux? Je te dirais que quand j'ai pris ma retraite, oui, j'étais dans les plus vieux, là, et commençais à avoir des joueurs de 22, 23, 24 ans, des jeunes, fait que
je voyais la fin s'en venir, puis ça a bien terminé. On a terminé l'année en 2008 avec un championnat. Donc, pour moi, c'était retiré sur une bonne note. Exactement. C'était la meilleure façon de prendre ma retraite. Fait que j'ai été bien chanceux, puis ça a été une très, très belle année. Mais ça a commencé à être un petit peu plus difficile, là, avec surtout la Ligue nord-américaine avec un travail en même temps. Non, le timing était bon. Je suis déménagé ici, puis quelques mois plus tard, l'opportunité de travailler dans les sports au Cégep André-Laurando s'est présentée. Fait que pour un après-carrière, un gars qui aime travailler dans qui espérait peut-être travailler dans le sport et tout ça, je pouvais pas demander une meilleure transition. Puis là, j'adore ce que je fais depuis les 13 dernières années. Puis dis-moi donc, quel type d'athlète t'étais? Moi, je suis curieux de savoir ça parce que pour un gars qui a joué jusqu'à 38, fallait que tu sois en forme. Oui, quand même assez en forme. J'ai été chanceux de rencontrer beaucoup de bons coachs, d'entraîneurs qui m'ont aidé, tout ça. C'est sûr que, si on parle dans ton domaine à toi, l'entraînement n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis j'espère que les jeunes le réalisent aujourd'hui, qu'ils sont chanceux d'avoir accès à des entraîneurs, des méthodes d'entraînement, plein d'informations. Dans le temps, on n'avait pas ça. Je me souviens qu'à l'université, notre entraîneur, qui était quand même un très bon entraîneur, mais c'était un joueur qui a joué dans la NFL pendant 9 ans, qui était un joueur de ligne offensive, donc grand et gros. Donc, oui, on commençait à travailler la pliométrie et tout ça, mais tout était vraiment axé sur beaucoup la musculation et tout ça. Puis des fois, peut-être les méthodes n'étaient pas ce qui était aujourd'hui. Des blessures. J'ai eu une grosse blessure au dos, moi, à un moment donné dans ma carrière, qui est probablement venue de mauvaises méthodes d'entraînement. Donc, en tout cas, j'ai été quand même chanceux, mais oui, je m'entraînais beaucoup. J'ai appris que si tu veux passer au prochain niveau puis jouer à un haut niveau, tu n'as pas le choix, là. Rendu à un certain moment donné, tous les joueurs sont bons. Puis, tu sais, je le sais que tu en parles souvent, puis il y en a beaucoup qui en parlent souvent parce que moi, je suis beaucoup de personnes qui font ça, puis la différence est là. Qui est prêt à faire les sacrifices? Qui est prêt à faire les petits détails pour se démarquer, s'améliorer, puis rester on top of the game, comme on dit? Puis ça part avec des bonnes habitudes de vie. Fait que, je me suis quand même entraîné beaucoup. J'ai été chanceux. J'ai été un joueur offensif, pas de gros gabarits comme vous voyez, tu sais, 5 et 10, 170 livres, donc très, très, très rapide, fabricant de jeu et tout ça. C'est sûr que le hockey d'aujourd'hui était vraiment ma game. J'ai été chanceux, puis j'ai quand même réussi à me démarquer, mais c'est sûr que dans le temps, on jouait avec l'accrochage, puis on jouait avec le hockey robuste, tough, beaucoup de bagarres et tout ça. Fait que, tu sais, les petits joueurs étaient un peu sous-estimés, puis c'était difficile d'avoir une chance. C'est sûr que j'aurais aimé ça, jouer dans le hockey d'aujourd'hui, mais j'ai quand même roulé ma bosse. Ça m'a permis de vivre mon rêve, de vivre de belles expériences, puis de persévérer, justement, parce que à la grosseur que j'avais, fallait persévérer. C'était pas facile. Fallait montrer à tout le monde que t'étais capable d'être là. Donc, j'ai roulé ma bosse, mais j'étais ce genre de joueur-là qui a dû foncer, persévérer, travailler fort, s'entraîner autant sur la glace qu'en dehors de la glace, faire attention à ce que je mangeais et tout ça. Donc, j'ai appris beaucoup, puis j'ai aimé beaucoup mon expérience, mais oui, j'étais un peu ce genre de joueur-là. Puis tu as commencé comme... À quel âge, à peu près, tu as côtoyé l'entraînement? Parce que là, tu sais, j'aime ça, ces choses-là, parce que, comme tu dis, on n'était pas à la même place à l'époque. Tu sais, moi, je me rappelle, même moi, là, tu sais, c'était la même chose, l'entraînement. Puis j'ai toujours été dans l'entraînement, là, ça va faire 35 ans à peu près, je suis là-dedans. Puis même quand on apprenait, on faisait des formations, j'allais voir d'autres gars, puis même on était dans le sport, puis dans le hockey. C'était pas mal archaïque un peu au début, puis on vivait un peu sur le bodybuilding, là, parce que c'était ça, tu sais, il fallait aller d'un gym, c'était ça. Puis si t'étais chanceux, t'avais peut-être un peu d'athlétisme sur un autre côté qui pouvait être apporté par les profs à l'école ou ces choses-là. Puis souvent, on n'aimait pas ça. Tu sais, quand ils nous faisaient courir, on n'était pas conscient de ce que ça pouvait nous apporter, en fait, tu sais. On avait plus l'impression qu'ils nous faisaient chier en voulant nous faire courir, mais pourtant, ça avait quand même du très bon. Toi, t'as côtoyé l'entraînement, t'as commencé à toucher à ça. T'avais quel âge par rapport à le hockey, je parle? Ça a été à 14-15 ans. Ça n'a pas commencé vraiment avant. À un moment donné, j'étais très, très, très petit. Entre 14 et 15 ans, là, j'ai eu une poussée de croissance. Même si je ne suis pas quelqu'un de très grand puis très gros, mais à un moment donné, j'étais très petit. Quand j'ai commencé à jouer contact, puis à un moment donné, avec une visite chez le médecin annuel avec mes parents,
Sachant que je faisais du sport et tout ça, il dit, ben oui, tu devrais peut-être commencer à faire certaines choses qui peuvent t'aider dans ta poussée de croissance puis à te renforcer aussi. Mais c'était pas référé à un entraîneur ou quoi que ce soit, des petits exercices à la maison, des pull-ups, des push-ups, des affaires très, très, très normales. Puis oui, entre 14 et 15 ans, j'ai eu une poussée de croissance qui m'ont amené un peu plus grand. Mais je me souviens encore, à un moment donné, un tournoi à Montréal, avant le repêchage junior majeur, il venait peser et mesurer tous les joueurs de la Ligue Midget 3A. Puis j'étais 5 et 9, 143 livres là, à 16 ans. Donc, pas très, très gros dans un hockey qui était... T'étais-tu le plus petit de ton équipe à l'époque? Plus petit de mon équipe, j'aurais envie de dire oui. De dire oui. Tu sais, probablement dans les 3-4 plus petits de l'équipe, il y avait d'autres joueurs qui étaient peut-être des fois un petit peu plus petits en stature, mais tu sais, j'étais pas gros. Donc, j'ai eu besoin de m'entraîner, de faire des choses qui m'ont permis de grandir puis au moins me renforcer. Tu sais, aujourd'hui, même si t'es petit, si t'es solide et t'es fort, puis tu sais, on en a plein d'exemples maintenant là, dans la Ligue nationale avec les Cole Caulfield, les Martin Saint-Louis dans le temps et tout ça. Les gars sont pas grands en stature, mais sont solides sur la rondelle, sont solides sur leur patin. Donc, j'ai eu besoin de faire ça, mais tu sais, j'étais vraiment pas gros pendant assez longtemps, disons. Claude, ça m'arrive à parler, là, on va parler de ce qui t'a amené, bien, on a parlé un peu de ce qui t'avait amené un peu au collégial, mais j'aimerais qu'on parle de ça. Puis là, on a pour un bout, dans le sens qu'il y a tellement d'informations qu'on peut donner à nos athlètes, parce que, tu sais, moi-même, je suis dans le hockey, puis souvent, je suis dans le néant, parce qu'on sait des choses, on s'imagine des choses, on entend des choses. Là, j'aimerais que tu nous parles au niveau collégial. Premièrement, avant de parler de programmes, etc., je me mets à la place d'un jeune. À quel âge ou quand est-ce qu'on peut commencer à solliciter, mettons, dire ou penser, dire, OK, moi, je vais aller jouer au collégial, je veux y aller. Quand, puis qu'est-ce que ça me prend? Bien, pour être honnête, il n'y a pas vraiment d'âge requise, mais c'est sûr qu'à partir du secondaire 4, c'est là qu'on commence à avoir beaucoup d'appels, de courriels, de gens qui s'informent et tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas recruter les secondaires 4. Par contre, on peut leur donner de l'information. Puis, à partir du secondaire 5, là, dès le début de ton secondaire 5, bien là, c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif de l'information. Ouais. Puis, à partir maintenant, qui était le 1er novembre, là, il y a quelques jours, là, le vrai recrutement débute où on peut donner des lettres d'intention à des joueurs, les solliciter, vraiment leur faire une proposition d'entente. Mais pour les gens en général, que ce soit les joueurs, joueuses ou parents, je dirais qu'à partir du secondaire 4, là, commencez à te préparer une petite vidéo. Moi, je recommande aux gens de mettre ça sur YouTube. C'est gratuit, c'est facile à mettre à jour. Donc, quand tu as des nouvelles séquences et tout ça, un petit 2-3 minutes, une petite page de présentation, peut-être avec une photo, les coordonnées, quel genre de joueur ou joueuse je suis, caractère, des fois les résultats scolaires ou le programme que j'aimerais étudier au collégial. Puis là, les gens peuvent aller sur les sites web de toutes les équipes. Tu pars avec la Ligue, tout le monde donne très, très bien l'information. Puis là, après ça, il y a des camps d'évaluation. Comme nous, on a des séances d'évaluation ce week-end, le week-end prochain, puis on va en avoir au mois de mai aussi. Donc oui, il y a des joueurs que, quand on est sûr à 100% qu'ils vont combler un de nos besoins, on va leur offrir une lettre d'intention, on va vraiment nous les solliciter. Mais tu sais, on ne peut pas être partout au Québec ou partout en Amérique du Nord. Donc des fois, oui, on peut manquer des joueurs. Quelqu'un qui aurait de l'intérêt à venir chez nous ou dans un autre programme collégial dans la Ligue, parce que moi, je te dirais que la majorité des équipes, tout le monde fait des très, très, très bonnes choses. Puis, tu sais, des fois, nous, on a des programmes qu'un autre cégep n'a pas ou un autre cégep a des programmes. Quand tu parles de programme d'études. Programme scolaire, oui. OK. Tu sais, par exemple, un exemple facile à vous donner, c'est quelqu'un qui voudrait aller en technique policière. C'est sûr que nous, on ne l'a pas. Par contre, l'Abitibi et Alma ont une technique policière. Fait que c'est sûr que la majorité des gars et des filles qui veulent jouer là, bien, là, on parle de gars parce qu'ils ont des équipes masculines. Bien, c'est des endroits que ça, si c'est ce que tu veux faire, bien, nous, on ne l'a pas, à moins que tu veux prendre un chemin différent, faire quelque chose de plus général chez nous, puis après ça, aller à l'université. Mais, tu sais, tu regardes ton programme d'études, tu regardes le genre d'équipe et de programme hockey qui te convient aussi, puis à partir de là, bien, tu peux faire des essais. Donc, tu sollicites les équipes, tu regardes quand ils ont des séances d'évaluation, tu envoies tes informations, et puis après ça, soit qu'ils te contactent ou nous, on te contacte, et puis on t'invite à nos séances d'évaluation, puis c'est là que le processus débute. Là, on triche. Écoutez ça, là. Un hack.
qu'est-ce que tu aimes voir dans une lettre d'intention? Dans une lettre mettons, le jeune t'écrit. Quel genre de jeune, quel genre de joueur on recherche ou qu'est-ce qui peut faire en sorte que, wow, ça c'est un wow? Parce qu'il faut se démarquer, on s'entend, là? En effet. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on se le cachera pas, les top recrues sont déjà sollicités par beaucoup de monde. Fait que là, c'est à nous à faire le travail de dire comment nous, on peut se démarquer pour essayer de le convaincre à venir chez nous. Mais tu sais, des fois, puis moi, j'en ai été un exemple, j'en ai plein d'exemples à donner des joueurs qui sont venus chez nous, mais qu'à un moment donné, au midget ou quoi que ce soit, pour que ce soit, disons, les performances, justement, le physique ou quoi que ce soit, ils étaient des joueurs qui se sont développés un petit peu plus tardivement. Fait que là, des fois, eux doivent se démarquer puis dire « Hey, moi, là, je suis un joueur que vous devriez regarder. » Bien, tu sais, moi, quand même, simple. Tu n'as pas besoin d'aller compliquer puis mettre beaucoup de sous puis de dépenser sur la présentation. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, un Word, un PDF, juste bien monté, une photo, quelque chose de clair, ton numéro de téléphone, ton courriel, 2-3 lignes sur quel genre de joueur que tu es, peut-être tes statistiques et tout ça, puis un petit vidéo avec des séquences. T'sais, c'est vrai que des fois, au scolaire ou dans différentes ligues, c'est pas tout le monde qui filme beaucoup, mais tu peux très bien le faire aujourd'hui avec un iPad ou avec un iPhone. C'est sûr que nous, ça nous donne des idées. Puis même dans plusieurs arénas, maintenant, il offre les live bars de ce monde, les YouTube exact. de ce monde. Donc, tu sais, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de payer de monde pour ça. Fais tes choses toi-même, quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui va nous envoyer ça avec une belle présentation. C'est sûr que moi, je fais « Wow, ce petit gars-là ou cette petite fille-là... » C'est donné la peine. Ils ont mis du temps, se sont donné la peine, ils ont bien présenté ça, mais ça n'a pas besoin d'être le flafla ou de payer pour des copies en couleur avec un service ou un infographiste et tout ça. Tu peux très bien le faire toi-même, puis juste nous démontrer de l'intérêt. Et puis après ça, quand tu viens, ben, ce qu'on demande, ce qu'on recherche ou ce qu'on demande beaucoup, oui, on veut les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses possibles. C'est sûr que toutes les équipes vont dire la même chose. Mais nous, on regarde beaucoup la personnalité, le caractère. T'es-tu un joueur d'équipe? T'es-tu une bonne personne? T'es-tu coachable, comme on dit? Donc, t'es-tu prêt à prendre des informations, à écouter tes entraîneurs, à vouloir t'améliorer, à être à l'heure, juste des techniques de base. Puis, moi, je parle souvent à beaucoup de recruteurs, que ce soit juniors ou même des fois professionnels et tout ça. Puis ça, je le dis dans mes présentations, ça me fait toujours sourire. La majorité des entraîneurs, quand je prends le téléphone où je leur parle, la première question, c'est jamais « Y es-tu bon? Y es-tu vite? Quel genre de kid? » C'est toujours ça. Quel genre de kid que c'est, quel genre de teammate, de coéquipier que c'est. Es-tu une bonne famille, y es-tu à ses affaires? Puis là, après ça, on parle de hockey. Mais tout le monde, puis dans les plus hauts niveaux, puis tous les niveaux, c'est toujours les premières questions. Bien, ça compte. Écoute, ça compte tellement. Puis j'en ai parlé dans mon dernier podcast. Il y a des gens qui m'ont écrit parce que, bon, c'est correct, ils sont pas tous d'accord avec ça, mais tu sais, j'ai parlé à Nick Réopel, il m'a répondu la même affaire. J'ai demandé à Tommy, il m'a répété la même affaire. Tu sais, dans tous les gens que je côtoie du hockey, ça commence à sortir. Tu sais, en partant, on veut plus de problèmes. Tu sais, on veut éviter ça. Là. Déjà qu'on n'a pas une bonne presse au hockey, là, le Hockey Canada. Fait que là, maintenant, on commence à être conscient des problèmes que ça amène. Puis là, ça allait plus loin que ça. Il y en a bien qui disaient c'était même jusqu'aux parents. Tu sais, on entend parler que le parent est problématique, ça commence à compter dans... Fait qu'on commence à aller loin, là. On veut avoir la tête tranquille, on veut pas travailler avec c'est pas nécessairement de la difficulté, mais on veut pas travailler avec des gens qui sont pas... Parce que ça finit par pas être des jeunes engagés. En on effet, s'entend. Fait que ce que tu veux, c'est une forme d'engagement. En effet. Puis quand l'engagement est là, ben tu fais plus attention, puis c'est plus facile. C'est plus facile pour l'organisation. En effet, personne ne se cherche du trouble. Des fois, il y en a qui vont avoir un petit peu plus de difficultés. Ça, nous, on va quand même des fois embarquer là-dedans, mais est-ce que tu es prêt à faire les efforts pour t'améliorer? Mais c'est sûr, quand on parle de cas problématiques ou de parents problématiques, tout le monde essaie de rester loin de ça. Surtout nous, au collégial, maintenant, entre 17 et 20 ans, là, on cherche à rendre les jeunes autonomes. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont venir chez nous, vont être en résidence, en appartement. Fait que là, tes parents sont pas là. Puis l'autre chose aussi, à cet âge-là, il faut que tu commences à être capable, quand il se passe quelque chose qui n'est pas à ton goût, de pouvoir aller voir ton entraîneur toi-même, bien t'expliquer. Tu sais, dans la génération de hockey qu'on a aujourd'hui, surtout nous au collégial, dans un environnement scolaire, nos coachs,
sont pas parfaits, c'est des êtres humains comme tout le monde, par contre, sont très, très, très parlables, puis moi, je trouve qu'ils font un très, très bon travail, puis ça part avec nos valeurs et notre mentalité. Nous, André Laurando, je n'ai parlé, puis c'est pas juste du marketing. On a fait pendant la pandémie, ça fait longtemps qu'on le fait, mais pendant la pandémie, on a eu du temps pour se regrouper ensemble, les coachs et tout ça. On a redéfini notre mission. Avec un masque, j'espère? Ben, on le faisait en Teams. Fait qu'il n'y avait pas de problème. Mais tu sais, on avait déjà une mission, une vision et tout ça. On les a redéfinis un peu. On les a retravaillés parce que ça faisait une dizaine d'années que moi, j'étais en poste. Fait que tu sais, notre mission, notre vision, nos valeurs de base, on les a choisis ensemble, le groupe d'entraîneurs-chefs avec le service des sports. Puis tu sais, quand on a un problème ou quand on recrute, ben on revient toujours à ça puis on est basé là-dessus. C'est quoi nos valeurs? Pourquoi on le fait? C'est quoi nos objectifs? Donc, un jeune ou une jeune, gars ou fille, doit commencer à être capable, quand il y a quelque chose, d'aller voir son entraîneur, s'expliquer, lui parler, comprendre le pourquoi. Des fois, ils vont avoir des bons arguments, puis peut-être qu'ils peuvent avoir raison. Il faut être capable de l'expliquer. Puis ça, bien, ça va s'appliquer plus tard dans un environnement de travail. Que ce soit dans le sport ou dans une entreprise ou quoi que ce soit, on vit les mêmes problèmes. Moi, une des choses que j'aime de mon parcours hockey, puis je remercie mes parents de m'avoir mis là-dedans dans le sport, c'est que je trouve tellement que le sport ressemble à la vie. Les côtés forts, les championnats, les accomplissements et tout ça, mais en même temps... Les hauts et les bas. Les hauts et les bas, les bosses dans le chemin et tout ça, ce que tu vis, ça reflète ta vie dans ta famille, dans ton travail, dans ton sport. Donc, on essaie de les responsabiliser, on essaie de les rendre autonomes pour que ceux qui vont aller à un niveau plus haut, ben ils vont être capables de dealer avec ça. Parce que, tu sais, nous, on pousse beaucoup pour le hockey universitaire, bien entendu, parce qu'on est dans le collégial, on est dans le milieu scolaire. Quand tu arrives à l'université, tu sais, déjà, nous, au collégial, on prend 24 à 25 joueurs. Tu sais, souvent, on a 8 défenseurs, 14 attaquants. On a déjà eu 3 gardiens de but aussi. Donc, ça veut dire que tu ne joues pas à toutes les fins de semaine. Quand ça, c'est dur, parce qu'au midget, ça ne marche pas nécessairement. Au M18, c'est pas nécessairement de même. La majorité du hockey là, en bas du collégial et tout ça, des fois, tu vas avoir 4 trios, mais il y en a beaucoup que ça roule à 3 trios, 6 défenseurs, presque tout le monde joue. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu ne joues pas? Tu fais-tu la baboune ou tu travailles plus fort? T'es-tu un bon coéquipier? T'encourages-tu? Tu sais, on recherche ça, nous. Puis, quand tu arrives à l'autre niveau, à l'universitaire, et là, souvent, ce sont 27-28 joueurs. Il y en habille 20. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas habillé? Travailles-tu 2 fois plus fort? Démontres-tu une bonne attitude aux entraîneurs? Ou tu fais la baboune puis tu essaies de te faire... Tu sais, c'est toutes des choses que... Mais c'est pour ça que le choc est grand. Hein? Je parlais justement à des athlètes que j'avais qui jouaient dans l'M18, qui ont fait un premier pas pour aller jouer dans le collégial. Puis la première partie qu'ils m'ont trouvé, qu'ils ont dit qu'ils ont trouvé dur, c'est ça. C'est dire, hey, quand il me dit « tu joues pas aujourd'hui », là, là, il dit « je me suis aperçu que j'étais dans le cours des grands. Je venais de faire un saut dans ma vie d'adulte officiellement, tu sais, de sport. » J'ai dit « ben c'est sûr, parce que là, quand tu arrives à M18, imagine-toi, tu chiales juste parce que ils t'ont pas choisi pour le power play, mettons, ou ils t'ont pas choisi pour le piqué, ou pour une mission X, ou ils t'ont mis sur le banc pour une... Puis là, toi, tu capotais. Imagine-toi là. Ben, tu sais, comme tu dis là, ça, c'est un deuxième exemple. Des fois, ça va arriver que tu ne joueras pas une fin de semaine ou un match. Tu sais, nous, on n'essaie jamais de faire passer des matchs 2 fois en ligne. Si un joueur passe un match, normalement, on va le faire jouer après. Oui, on veut gagner, mais on est vraiment dans le développement. Puis cette recette-là nous a vraiment servi dans le passé, où quand on arrive à la fin de l'année, même nos recrues, nos joueurs de 17 ans, ils ont grandi, ils ont pris de la maturité, ils ont eu un rôle. Fait que quand on arrive dans une série, ben ils se sentent importants, puis ils ont grandi, ils ont été habitués à faire ça. Par contre, tu parlais, oui, des fois, tu peux passer un match. Ça se peut que tu ne passes pas de match. Sauf que souvent, quand tu vas arriver à 17 ans, peut-être que tu étais le meilleur marqueur de ton équipe, peut-être que tu étais le premier défenseur ou le premier gardien de but. Là, tu vas peut-être être sur le 4e trio à ta première saison. Puis dans la majorité des ligues, c'est ça. Surtout si tu vas junior majeur ou junior 3 ou bien même collégial. Mais comment tu vas faire pour t'adapter, trouver un nouveau rôle qui va peut-être t'amener éventuellement à être encore le meilleur marqueur de ton équipe plus tard. Mais souvent, quand tu vas rentrer comme recrue, tu n'auras pas ça. Parce que tu vas peut-être jouer avec 8 joueurs qui étaient les meilleurs marqueurs dans leurs équipes. Tu joues des 19 ans aussi. Ben là, oui, tu joues des 18, des 19, des 20 ans. Puis, tu sais, tout le monde était les meilleurs dans leurs équipes. C'est pour ça qu'ils sont rendus là. La pyramide fait ça. Donc, ça va être quoi ton rôle? Comment tu vas t'adapter?
Ça se peut que tu deviennes un gars de face-off, un défenseur qui va jouer contre le meilleur trio de l'autre côté. Ça se peut que tu sois un gars d'énergie, puis tu vas grandir là-dedans, mais il faut que tu sois capable de t'adapter. Puis si tu veux jouer plus haut, ça va être ça à tous les niveaux. C'est là que tu peux te développer. Moi, c'est ça que je leur dis. Tu sais, si, exemple, j'ai beaucoup de jeunes qui aiment. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas l'entraînement, là, qui le font parce qu'ils savent. Mais à un moment donné, je leur dis, faut que tu commences à aimer le processus parce que plus ça va aller, plus tu vas en avoir besoin. Plus ça va aller, plus que tu vas t'apercevoir que l'entraînement, c'est ton meilleur ami, là. C'est ton allié solide pour te permettre de bien te développer au hockey, tu sais. Fait qu'il y a des gars, ils slackent un peu, ils lâchent un peu, puis on le voit tout de suite. On commence à le voir. Puis t'en as d'autres qui sont pas nécessairement autant skillés, tu sais, autant de skills, mais ils ont tellement de chiens dans le gym, ils bûchent tellement que ça leur permet de se propulser un petit peu plus loin, du moins que où est-ce qu'ils auraient peut-être arrêté. Mais c'est souvent un outil nécessaire à te propulser loin, puis encore plus quand tu arrives dans le collégial, probablement. Parce que tu arrives, tu me dis 16, 17, 18, 19, 20, tu arrives à 17, tu as quand même 3 groupes d'âge. Le gars à 20 ans, lui, il a la barbe. C'est des hommes, là. Rendu là, c'est des hommes. Fait que toi, tu rentres, t'es encore un kid, là. Tu rentres, t'apprends, tu regardes ça. Moi, je me rappellerai tout le temps, ma dernière année, mes Jets, ils m'ont envoyé jouer junior. Puis je suis arrivé junior, moi, j'avais la full face, la grille, j'ai 3 poils sur le menton. Puis là, j'ai des gars avec la barbe, la visière. Je suis comme, oh my God, je suis pas à la même place, pantoute. Puis là, j'ai vu, ça, c'était des hommes, là. Puis moi, je suis encore plus petit que toi, tu sais, je mesure 5 pieds 7. Là, je me trouvais petit, puis petit dans mes shorts, comme on dit, là. Alors, tu sais, la différence est là. T'as beau être un bon joueur, ça reste qu'il y a une différence, puis qu'elle est là. Quand tu rentres là-dedans, moi, je me dis, quand tu arrives au junior, au collégial, tu rentres, là, tu commences un nouveau processus. C'est le deuxième bout, là. Ce que tu dis là, Stéphane, moi, je l'ai vécu personnellement à la dure, à l'âge de 17 ans. En allant jouer dans une autre province, en Saskatchewan, j'arrivais petit gars du Québec. Je venais d'avoir une très, très bonne saison midget 3A. J'avais terminé 5e meilleur marqueur. J'arrive là-bas, moi, dans ma tête, c'est sûr que je vais faire l'équipe junior et tout ça. Ils venaient de remporter l'année d'avant le championnat canadien, la Coupe du Centenaire, ça s'appelait à ce moment-là, avec un certain Rod Brindamour qui était le capitaine de l'équipe. Donc, tu sais, un gros programme, une grosse équipe. Moi, j'arrive là, je me dis, c'est sûr que j'ai ma place. Petit gars du Québec qui arrive en Saskatchewan, ils n'ont aucune idée qui je suis, ne connaissent pas mon passé. Je suis un total inconnu, puis j'ai appris à la dure. Cette année-là, je me suis fait retrancher. J'ai eu la chance de jouer des matchs avec l'équipe, mais je suis retourné midget 3A. Puis j'étais dans un nouvel environnement où il fallait que je me prouve, que je leur démontre ce que j'étais capable de faire. Puis oui, ça a été un obstacle, ça a été une résilience que j'ai dû passer au travers, mais ça m'a appris beaucoup. Ça m'a permis de me développer. Puis pour revenir au hockey collégial, ce qui est quand même le fun avec notre ligue, tu sais, au hockey collégial, il n'y a pas d'échange comparativement aux autres ligues juniors. Que tu peux t'échanger des joueurs. Okay. Donc, tu sais, souvent, si tu arrives et tu vis un obstacle, au moins, on va travailler avec toi toute la saison. Normalement, dans 99% des cas, on va t'amener à ta graduation ou à moins que tu passes à un niveau supérieur pendant ton séjour, ou à moins aussi qu'il y ait vraiment un problème de soit à l'école, tu ne passes pas à l'école, mais là, on ne peut plus te faire jouer, ou qu'il y a vraiment un gros problème d'attitude. Mais ce qui est le fun au collégial, quand on s'engage avec toi, qu'on t'offre une lettre d'intention, qu'on te prend dans l'équipe, bien, tu es là pour toute la saison. Comparativement, des fois, à d'autres ligues où quand ça ne va pas, ils peuvent t'échanger. Ils ne te le diront pas tout de suite, mais à Noël ou au mois de novembre ou au mois de janvier, tu es parti. Puis ça, il faut que tu sois prêt à vivre avec ça. C'est une autre réalité du hockey junior ou du hockey supérieur. Quand tu arrives dans le pro, c'est la même chose aussi. Là. Tu peux être échangé 2 fois dans l'année. Fait que des fois, il faut que tu t'apprennes à te regarder dans le miroir. C'est pas toujours la faute des autres. C'est toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es prêt à faire, comment tu es prêt à t'adapter. C'est la réalité du hockey. Maintenant, mettons, là, je veux y aller. Est-ce que j'ai-tu besoin d'avoir un agent? Bien, il y en a beaucoup maintenant qui en ont. C'est sûr que nous, au niveau collégial, les gens n'ont pas besoin de ça. Non, c'est pas obligatoire. Comme je disais tout à l'heure, l'information, toutes les équipes font un très, très bon travail. La Ligue aussi. On a eu un showcase récemment où tout le monde était présent. Il y avait une table. En fin de semaine, justement, au niveau féminin, à Québec, toutes les équipes vont être représentées avec une table, une vidéo, des pamphlets. Si tu vas sur le site web de chaque équipe, chaque école, toute l'information est là. Comme mais quand tu dis l'info,
Est-ce que j'ai l'information? Mettons, moi, je vais aller à ton camp. OK? Ça m'intéresse. Si je vais sur le site d'André Laurando, hockey, je regarde ça. Là, je vois c'est quand ton camp. Exactement. Puis est-ce que tout le monde est invité ou ça y va juste non. une fois que j'ai envoyé mon vidéo, mes affaires, tu me dis hey, ça m'intéresse? C'est sûr qu'on le fait beaucoup sur invitation, mais quelqu'un qui veut venir puis démontrer l'intérêt de venir chez nous peut nous envoyer un courriel avec ces informations-là. Là, nous, on va lui revenir tout de suite et on va l'inviter. À certains moments aussi, on a des camps qui sont, comme on appelle, des open try-out. N'importe qui peut venir. Mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de joueurs. À un moment donné, on ne peut pas en avoir des fois 200 dans une fin de semaine. Fait que tu sais, des fois, on va limiter nos sessions pour justement donner l'opportunité à ceux qui sont là de bien se faire voir. Mais au moins, toi, pour nous démontrer ton intérêt, toute l'information est là. Puis là, je n'ai pas fait le tour récemment de toutes les écoles et toutes les équipes, mais je le sais que tout le monde le fait très, très bien. Okay. Il y en a beaucoup qui vont dans les écoles comme nous, on le fait, faire des présentations, mais l'info est là. Tu sais, le responsable des sports, l'entraîneur, même le cégep. C'est sûr que cette année, à cause de la grève des professeurs qu'on a vécue, il n'y a pas eu de porte ouverte. Il y a eu un petit boycott. Normalement, nous, on aurait eu une porte ouverte la semaine dernière, comme tous les cégeps du Québec le font. Okay. Donc, aux portes ouvertes, tu vas pour rencontrer les programmes du cégep au complet, mais nous, on a des kiosques avec chaque entraîneur de chaque équipe. Donc, tous nos sports sont représentés. Là, c'est sûr qu'en n'ayant pas ça, il y a quand même de l'info sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui veut vraiment, c'est pas compliqué. Tu peux rejoindre du monde. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent souvent et qui ont juste trouvé l'information sur le site web. Je suis arrivé à vous parce qu'on essaie de la montrer rapidement. Quelqu'un qui veut avoir un agent, c'est pas rien de pas correct. Tu as le droit d'avoir ça. Mais ça ne donne rien de plus, à notre niveau, ça donne absolument rien. Même moi, je dirais qu'à moins que tu sois vraiment un prospect NHL, au niveau junior, là, tant que tu n'es pas prêt à aller dans le professionnel, tu peux investir tes sous différemment un petit peu. Puis ceux qui veulent, c'est très correct, mais ceux qui n'en ont pas de besoin ou des fois qui n'ont pas les moyens, tu n'es pas obligé. L'information est là, tu es capable de monter tes choses toi-même et avec tes parents puis nous envoyer ton information. Fait que, mettons, moi, je veux y aller, je vais voir sur le site, je regarde ça m'intéresse, je t'envoie par email, je peux même t'envoyer ma lettre de présentation Exactement. avec mon extrait vidéo, Exactement. Je t'envoie ça, puis vous autres, de votre côté, si ça fonctionne ou même si ça ne fonctionne pas, est-ce que tu réécris quand même? Oui, la majorité du temps, on réécrit à tout le monde, on les remercie pour leur intérêt, puis on va leur dire nos besoins ou ce qu'on a de besoin. Tu sais, cette année, on est quand même dans une année où on va en avoir besoin un petit peu plus parce que dans nos deux équipes masculines, il y a beaucoup de joueurs qui graduent, mais l'an dernier, on avait 16 ou 17 gars qui revenaient, donc on en a pris moins. Il y a des années comme ça va dépendre de ce qui se passe avec notre année, mais l'an prochain, on devrait rentrer quelques nouveaux joueurs, donc il y a des années qu'il y a plus d'opportunités, puis c'est l'information qu'on dit aux gens qui démontrent l'intérêt chez nous. Okay. Puis au niveau garçon, vous autres, vous avez la chance d'avoir le D1 puis le D2, right? Oui. Ben même on va un petit peu plus loin que ça depuis 2 ans. On a 4 équipes de hockey chez nous. On est rendu à presque une centaine de joueurs au niveau hockey. On a le masculin D1, qui est là depuis l'année initiale. Là, ça fait 13 ans, depuis 2010. On a le hockey D2 maintenant, depuis la création de la Ligue il y a 4 ans. Et on a aussi le féminin D1 depuis 10 ans maintenant. C'est notre 10e anniversaire. Puis vu qu'on avait beaucoup de demandes au niveau masculin de joueurs que des fois on n'était pas capable de prendre ou qu'on retranchait, il y a beaucoup de parents qui nous demandaient est-ce qu'il y aurait un moyen de rester près du programme ou faire quelque chose. On a créé notre équipe de développement qu'on appelle. Donc c'est des joueurs, s'ils ne font pas l'équipe D1 ou l'équipe D2, viennent au cégep chez nous, vont à l'école, continuent de jouer dans leur équipe civile, que ce soit junior 2A, midget 2A, junior A, mais s'entraînent avec nous. Donc, ils ont le même programme d'entraînement que notre équipe D1 et D2. 2 à 3 entraînements semaine, sont en salle de musculation avec notre préparateur physique aussi. On vérifie leurs notes scolaires. Puis des fois, ces joueurs-là, ils ont la chance des fois de dépanner si on a des blessures dans le D2. Donc, en étant à l'école à temps plein comme un étudiant, on peut les prendre et les mettre dans une équipe. Tu sais, quelqu'un qui ne serait pas chez nous, sans être un désavantage, mais le hockey collégial, on ne peut pas le mardi soir appeler un gars, comme la majorité des équipes diraient, viens comme joueur affilié. Pour jouer dans une équipe collégiale ou même remplacer, tu dois être un étudiant à temps plein de cette à l'école, avec au moins 4 cours sessions. Donc, les gars de développement sont dans notre équipe. Puis, la beauté de ce programme-là, c'est que les gars se développent vraiment parce que des fois, malheureusement, c'est pas tout le monde pareil, mais souvent à ce niveau-là,
les gars arrivent, ils ont beaucoup moins d'heures de pratique. Des fois, la moitié des gars ne sont pas là pour différentes raisons. Il y a des gars qui travaillent, il y a des gars qui vont à l'école. Ouais. Donc, les gars, nous autres, c'est dans le jour, les cours sont bloqués, ils s'entraînent comme tous nos autres athlètes, et puis ils ont la chance de monter. Puis là, cette année, même dans le D1, on a un gars, il y a 3 ans, il est rentré dans notre programme de développement. L'an dernier, il a joué D2. Cette année, il joue D1. Donc, tu sais, on ne le fait pas juste pour le plaisir, ça fonctionne. Il y a une belle progression. Puis on a aussi. même en 4 ans 15 joueurs maintenant qui ont joué à un moment donné dans le D2, qui ont joué à un moment donné dans le D1 chez nous. Donc, la progression, la possibilité dans un programme comme le nôtre, que les 2 équipes est là. Ça dépend toujours qu'est-ce que tu démontres aux entraîneurs, puis les petits détails qu'on a parlé tout à l'heure. C'est quoi ton mindset? C'est quoi ton attitude? C'est quoi ton éthique de travail? À l'école aussi. Si tu fais les étapes, tu peux très bien te rendre en D1. On le sait que le hockey, maintenant, c'est un sport à développement tardif. Quelqu'un qui rentre chez nous à 17 ans, souvent n'est pas la même personne ou le même joueur de hockey à 19 ou à 20 ans. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour te rendre là? Puis on a des gars, là, on a plein d'exemples que je démontre dans mes présentations qui sont partis du midget 2B, du junior 2A, du midget 3A, du juvénile, D1 ou D2, qu'à un moment donné, ils ont fait leur chemin, puis il y en a qui jouent pro maintenant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont parti du collégial puis sont allés un peu plus vers le pro? Les 2 meilleurs exemples, il y a moins d'1 mois, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne, pays où j'avais joué pour un match retrouvailles avec des anciens coéquipiers. Puis présentement, moi, on a plusieurs joueurs que j'ai aidés à placer en Europe, que ce soit après leur stage chez nous ou universitaire, ou des fois, il y en a qui ont été joués ailleurs. Puis là, il y a 3 joueurs qui ont joué chez nous, dont un petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, Félix Brassard, qui est là maintenant. J'ai eu la chance d'aller le voir, mais un des coéquipiers de Félix s'appelle Samuel Payer, un gars de Saint-Hubert. Il jouait junior 2A avec les Jets de Saint-Hubert. Il est rentré chez nous à un moment donné dans sa carrière à 17 ans, je crois. Il a joué 3 ans chez nous. Il a eu la chance de gagner 2 championnats. C'est un gars qui avait un très, très beau potentiel, mais qui s'est développé un petit peu plus tard, peut-être. Beaucoup de rapidité, bon sens de hockey, tout ça, un travailleur acharné. Donc, après son stage collégial, j'ai appelé un de mes anciens coéquipiers qui était directeur gérant d'une équipe là-bas. J'ai dit, on aurait peut-être un bon prospect pour toi. Il est allé là. Il a très bien fait. Son équipe a monté de division dès sa première année. Il a joué 4 ans dans une ville. Là, il a transféré dans une autre ville. Il est à sa 6e saison pro en sortant directement du collégial. Et puis là, il y a une conjointe là-bas, une famille et tout ça. Sa carrière va très, très bien. Et puis, il est dans la fleur de l'âge. Il a 27 ans, donc il a la chance de jouer encore très, très, très longtemps. Mais tu sais, c'est un gars qui a mis les efforts, qui a fait ce qu'il avait à faire, mais... Si on l'aurait regardé il y a 10 ans, c'était peut-être pas le gars qu'on aurait pensé qu'il y aurait là, mais il a mis les efforts, il a décidé de le faire. Puis Félix, c'est la même chose. Félix, il a eu une belle carrière chez nous. Il a été capitaine, il a été joueur universitaire aux États-Unis. Il a eu une très, très belle carrière là-bas. En France, une première saison. Puis là, on a discuté ensemble un petit peu. Ah, j'aimerais ça aller en Allemagne. L'an dernier, il est rentré en Allemagne. Il a compté 47 buts en 47 matchs en 3e division. Il s'est mérité un contrat de 3 ans. Là, il a une très, très bonne saison. Puis on regarde pour l'aider à peut-être monter de division parce que c'est un gars qui a un super beau potentiel, donc c'est le fun. Et puis, un autre que j'ai eu la chance d'aller voir, Philippe Bureau-Blais, un gars de Candiac, très bel exemple aussi. Lui, il jouait midget 2B à Candiac. Pas joué midget 3A, pas joué midget espoir. Il est arrivé chez nous très, très petit. Mince un petit peu, mais un gars solide. Il est rentré la première année, il était notre 8e défenseur. Il a évolué dans notre programme pour en arriver à être notre meilleur défenseur. Il y avait même une bourse d'études de l'Université américaine Division 1. Finalement, il a décidé de prendre un autre chemin. Il a décidé d'aller jouer junior majeur. Il a joué une saison et demie junior majeur. Après ça, l'an dernier, il a joué dans la East Coast avec l'équipe de Trois-Rivières. Quand on s'est rencontrés, il dit « Ah, j'aimerais ça retourner en Europe. » Parce que même avant d'aller à Trois-Rivières, il avait joué en France 3 ou 4 ans. Il dit « J'aimerais ça aller essayer l'Allemagne. » Là, présentement, il est là. Comme défenseur, il est le meilleur marqueur de son équipe. Un gars extrêmement rapide, sens de jeu incroyable. Mais un gars qui a progressé, qui a évolué, puis on devrait l'aider à monter de division aussi. Mais c'est un gars qui n'a pas pris le chemin traditionnel. Il n'a pas toujours joué dans les plus hauts niveaux au hockey mineur, mais qui avait un sens de hockey, une bonne éthique de travail, des bonnes habiletés. Puis là, il vit son rêve. C'est que on vise beaucoup la Ligue nationale, mais il y a tellement d'autres potentiels. Tu sais, la Ligue nationale, on s'entend, là, je l'expliquais l'autre fois dans un de mes podcasts, c'est 4 Bien, c'est 700 à 750 joueurs au monde. Tu sais, au monde. Fait que, tu sais, puis il y a tellement d'autres opportunités qui peuvent
t'offrir des expériences de vie écœurantes, tu sais, comme aller jouer en Allemagne, justement, etc. Puis tu joues, puis c'est du bon calibre de hockey, là. Des bons joueurs, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu peux t'offrir ça. Nous autres, tu sais, je prends Thomas Bellegarde qui est rendu, qui joue en Europe. Bel exemple, qui a joué dans le hockey scolaire toute sa vie. Puis il a joué junior majeur, mais il a décidé d'aller là. Il est très heureux, c'est une belle opportunité. Puis comme tu dis, c'est tellement une belle expérience de vie. Tu sais, qui va se transcender plus tard dans le temps avec ce qu'il va vivre dans la vie. Je trouve ça super intéressant. Puis là, mettons, là, je m'en vais dans le vif du sujet. Ça coûte combien à peu près jouer collégial? Parce qu'on le sait qu'il y a tu sais, j'ai bien des parents qui m'écrivent ces temps-ci, c'est souvent l'argent, puis ça coûte cher jouer au hockey, mais tu sais, comme tous les sports, en fait, oui, puis c'est sûr qu'il y a des sports qui sont plus dispendieux que d'autres. On parle de quoi au cégep à peu près comme coût? Bien, c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'il y a des équipes qui chargent un petit peu plus cher pour différentes raisons, pour être capable de bien rémunérer leurs entraîneurs et tout ça. Puis c'est correct, il y a différentes philosophies, mais je te dirais que la majorité des programmes là, sont entre 4 000 et 5 000 puis ça l'inclut pas mal tout, sauf peut-être les patins et les bâtons. Là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui payent ça, mais on équipe le jeune avec tout le linge, le gear qu'il a de besoin, tout l'équipement extérieur et tout ça. Nous, ça l'inclut toutes les activités, les transports, l'autobus, les repas après les matchs quand on en a de besoin, l'hôtel si on va en tournoi et tout ça. Donc, c'est quand même un beau package. Tu as le préparateur physique, tu as ton équipe d'entraîneurs, tu as le suivi académique. Au niveau féminin, on parle entre 2 000 et 3 000 dépendamment des programmes. C'est un petit peu moins dispendieux parce que c'est un peu ça la culture en hockey féminin et tout ça. Mais il y a moins d'équipes, j'imagine? Bien, il y en a moins. Là, l'an prochain, en plus, on passe à 6 équipes au niveau Division 1. Il y a une équipe qui a été rétrogradée. Donc, l'an prochain, il va y avoir 6 équipes de Division 1 féminin puis 6 équipes au niveau Division 2. Ça, c'est une nouvelle division qui est partie il y a 2 ans. Puis là, l'an prochain, il y a 2 cégeps qui vont aller dans cette ligue-là. Donc, c'est intéressant. Au niveau masculin, on a 13 équipes de Division 1. Puis, depuis cette année, on a 14 équipes au niveau Division 2. Le Division 1, je te dis pas que ça grossira pas un jour. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ça peut arriver. Par contre, il y a quand même vraiment une parité incroyable au niveau masculin D1. Puis le D2, par contre, va être une ligue qui va grossir dans les prochaines années. Il y a de la place. Mais peut-être qu'avec l'arrivée du hockey féminin professionnel, ça va peut-être grimper, aider peut-être à stimuler plus l'engouement, peut-être, puis peut-être ouvrir les possibilités d'avoir du hockey collégial féminin plus, peut-être. On le sait que le féminin, le membership pour les jeunes grandit. Là, dans cette année, l'an dernier, le membership, les jeunes joueurs qui jouent, il y en a de plus en plus. Puis au niveau masculin, la Ligue D2, c'est probablement une ligue, un créneau qui était le moins bien servi. Tu sais, tu arrives à 17 ans, là, tu avais junior majeur, junior 3A ou collégial. Il n'y avait pas une tonne d'autres options, à part après ça, quand tu tombes plus local et régional avec les ligues junior 2A. Mais il y en a beaucoup qui voulaient poursuivre l'encadrement scolaire. Parce que, il y en a de plus en plus maintenant dans les programmes scolaires. Les jeunes qui jouent juvénile partout au Québec arrivaient des fois à un certain niveau, puis bon, si je fais pas une de ces ligues-là, je fais quoi? Je tombe dans du hockey un petit peu moins bien organisé au niveau scolaire. Tu tombes plus dans le civil. Donc, il y avait vraiment une grosse demande de ce côté-là. Puis c'est pour ça qu'en 4 ans, on est rendu à 14 équipes. Puis il y en a probablement qui vont joindre aussi parce qu'il y a différentes régions, des fois, qui sont moins bien représentées. Puis tu sais, souvent, le hockey Division 2 va être un petit peu plus régional et local. Tu sais, on va en avoir, nous autres, de temps en temps, de l'extérieur. Mais souvent, tu sais, ça va être dans un 30-50 km de où tu habites et tout ça. C'est un petit peu plus local, puis c'est une très, très, très belle ligue. Donc, ça va appeler à grossir, mais il y a une belle offre de service pour les joueurs qui veulent. Puis je leur souhaite. Puis je trouve que c'est. Quand que ça a commencé à ouvrir, le D2, j'ai fait comme ça, c'est une belle porte, justement, pour des jeunes qui sortent du midget, puis qui ne savent pas où aller, puis qui veulent continuer. Tu sais, le côté scolaire, ça a beaucoup de positifs. Moi, je le vis, là. Tu sais, je le vis au niveau M13, M11, M18. Puis je trouve tellement que ça l'amène une belle vibe. C'est très positif pour les jeunes. Puis, tu sais, ça grossit à toutes les années. On en a de plus en plus. Combien vous avez, par curiosité, combien de joueurs à peu près qui se présentent à vos camps chaque année, vous autres? On en a beaucoup. Tu sais, je dirais que ça dépasse les 100, là. On a vraiment, tu sais, comme je dis, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent vivre cette expérience-là. Donc, tu sais, tellement... Puis au féminin, c'est-tu pareil aussi? Bien, au féminin, c'est sûr que le bassin de joueuses capables de jouer féminin Division 1 est beaucoup moins gros. Tu sais, ça, c'est un petit peu, sans être un défaut, c'est la réalité qu'on vit. On est 6 équipes,
puis on se bat pour peut-être 20-25 joueuses de ce niveau-là cette année. Puis au féminin, on essaie beaucoup de corriger ça. Il y a un exode un petit peu aussi. Les top joueuses, des fois, vont aller dans des programmes prep school ou des choses comme ça. Donc, on en perd quand même. Là, nous, c'est de faire le travail d'essayer de les garder plus jeunes au niveau du hockey midget 3, féminin, midget 2A et tout ça, là, U17, U15 et tout ça. Donc, le bassin est moins grand un peu. Fait que souvent, au féminin, les bonnes joueuses, les top joueuses vont signer très rapidement lorsque les périodes de recrutement ouvrent. Mais au niveau masculin, il y a énormément de demandes. C'est incroyable, là, les courriels, les téléphones qu'on reçoit. Quand on rouvre un camp, là, c'est très commun d'avoir 80, 90, 100 joueurs à nos camps. Il y a une demande, puis les jeunes veulent continuer dans ce chemin-là. Ça doit être un casse-tête, par exemple, d'essayer de... Ben nous, on fait comme plusieurs équipes. Nous, chez nous, on aime ça donner l'opportunité aux jeunes parce que, on aime ça, des fois, trouver la perle rare ou la personne qu'on n'aurait peut-être pas vue. Fait que c'est toujours le fun de faire des open try-out. Puis on a souvent des belles surprises. Mais, c'est ça. C'est un créneau qui est très, très, très en demande. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour le hockey collégial, bien, vous regarderez dans la description. Je vais vous mettre tous les liens qui vont être utiles pour vous autres si vous avez envie de faire partie du hockey collégial. Maintenant, Claude, j'aimerais ça que tu nous parles quelque chose de spécial. Tu as un camp d'entraînement ou un camp de hockey qui s'appelle Apex. Parle-nous donc de ça. Ça, je trouve ça intéressant. J'ai vu ça passer, puis je voyais des beaux gros noms passer. J'ai dit, faut que tu me parles de ça. Non, c'est vrai, c'est très, très le fun. Merci de me donner l'opportunité. Écoute, c'est quelque chose qui a commencé en même temps que je suis arrivé en poste au Cégep André Laurando. Moi, ayant vécu cette expérience-là de jouer dans la NCAA, maintenant, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'informations, mais c'est quand même aussi pas très connu au Québec, dû à le langage, le français, la culture et tout ça. T'sais, si tu vas aux États-Unis puis dans le Canada anglais, les jeunes grandissent avec ça. Il arrive à un moment donné, soit que je m'en vais jouer junior, je m'en vais jouer universitaire. Mais ici, des fois, c'est moins connu, malgré qu'on a beaucoup, beaucoup d'exemples. Moi, j'ai été chanceux ayant l'âge que j'ai maintenant, 52 ans, à l'âge de 16 ans, j'ai croisé quelqu'un qui travaillait dans une école dans l'Ouest, un Québécois, son gars s'enlignait pour aller jouer là et tout ça, m'a donné l'information, mais on n'avait pas les sites web, on n'avait pas l'Internet dans ce temps-là, on n'avait pas la possibilité d'aller à des camps comme ça. Donc, quand je suis arrivé en poste au Cégep André Laurando, j'ai dit, moi, j'aimerais ça au Québec, puis avec nos joueurs aussi, parce qu'on le fait pour nos joueurs, mais aussi pour tous les joueurs du Québec. Donc, de donner de l'exposure puis de la visibilité à cette option-là pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai eu la chance de croiser on n'était pas coéquipiers, mais un joueur un Québécois, c'est-à-dire qui était allé à la même université que moi, mais après. Donc, on s'est croisés dans une conférence de coach. On avait les deux été à l'université de Clarkson, puis lui aussi voulait à ce moment-là, il était entraîneur. Il avait joué là, mais il était entraîneur. Là, il n'est plus là maintenant, mais il était entraîneur adjoint à ce moment-là, en charge du recrutement. Donc, il a dit « Hey Claude, ça serait le fun de faire ça. » Donc, lui voulait venir au Québec recruter beaucoup de bons joueurs et de nouvelles recrues. Puis moi, avec mon programme, ça nous donnait une opportunité de donner cette visibilité-là à nos joueurs, mais à tous les joueurs du Québec. Puis on avait les installations, l'aréna et tout ça, le setup était là. Donc, on a mis ça en place il y a 13 ans. Et puis, ça existe encore aujourd'hui. On fait venir des entraîneurs de la NCAA pendant 3 jours à Montréal, ici même. L'an dernier, j'ai été chanceux, on avait 12 coachs, dont 4 entraîneurs-chefs. Wow. Puis 3, quelques Québécois, mais aussi des francophones. Donc, l'an dernier, on était chanceux, 4 francophones, un gars de Montmagny, un gars de La Salle, un gars de Rouyn-Noranda qui est maintenant head coach, et puis aussi un franco-manitobain, un de mes anciens coéquipiers avec qui j'avais évolué en Saskatchewan, qui est l'entraîneur-chef de l'Université de Massachusetts, Lowell, qui parle très bien le français comme nous. Donc, il est venu ici. Les entraîneurs viennent ici à Montréal. Les jeunes ont la chance de s'inscrire et tout ça. Pendant 3 jours, tu fais un entraînement le matin, un match l'après-midi. Puis, ce qui est le fun de notre concept, je pense que les coachs aiment voir. Moi, je suis vraiment l'organisateur. Donc, je vais donner beaucoup d'informations, je vais m'assurer que tout est correct, mais c'est pas moi qui donne le camp. C'est les entraîneurs de la NCAA. Oh, wow. Donc, quand tu fais ta pratique le matin, tu as toujours 6 coachs de la NCAA qui sont sur la glace, qui font leurs exercices, leurs drills, qui te mettent dans des situations pour te voir. Tu as la chance d'aller leur parler, de faire du tableau avec eux. L'après-midi, quand tu joues ton match, il y a toujours 2 coachs
des fois 3 derrière le banc. Donc, c'est eux qui te donnent les directives, qui te donnent les conseils, qui font les changements, puis les autres, regardent dans la boîte. Fait que pendant 3 jours, tu as vraiment ce contact-là. Les parents qui veulent parler aux entraîneurs le font. On est chanceux aussi d'avoir une organisation qui s'appelle College Hockey Inc., qui est une organisation qui représente toutes les universités de Division 1 aux États-Unis. Eux, à chaque année, le samedi soir, après le camp, viennent faire une conférence. Donc, tous les parents sont là, les joueurs sont là. Et puis, après cette conférence-là, qui explique c'est quoi un peu le hockey universitaire américain, puis qu'est-ce que tu dois faire si tu veux te rendre là, bien, les coachs se mettent dans un coin de la salle, puis là, il y a du one-on-one. Fait que si toi, cette université-là t'intéresse, tu as la chance d'aller parler au coach. Wow. Tu peux lui parler tout au courant de la fin de semaine, mais pendant cette période-là, c'est vraiment 1h30 à peu près où tu as vraiment le contact direct. Donc, je pense que c'est l'opportunité que les gens aiment de... Il y a beaucoup de camps, tu t'inscris, ils sont dans la boîte de presse. Oui, ils te voient, mais tu sais pas de quoi ils parlent, ils t'aiment-tu, ils t'aiment pas, ils t'ont-tu vraiment vu de proche. Là, ils ont la chance de te voir sur la glace. Batailler peut-être dans un exercice en 1 contre 1, derrière le banc, de voir justement ton feedback, ton attitude, comment tu te comportes. Donc, ils ont vraiment un contact, puis ça leur permet d'aller chercher de l'information très, très pertinente. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Les gars aiment ça venir à Montréal aussi parce que c'est différent. C'est un pôle de joueurs qui est, comme je dis, under-scouted, pas autant recruté qu'aux États-Unis ou en Ontario ou en Colombie-Britannique. Donc, ils ont la chance de voir beaucoup de jeunes joueurs. Puis ça, c'est très, très le fun. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Les premières années, on avait beaucoup plus de joueurs d'âge junior, dont les 17 à 20 ans, qui sont un petit peu plus près de faire cette étape-là. Puis je te dirais, depuis les 6 dernières années, on a un petit peu plus de joueurs de 15 et 16 ans aussi. Ah ouais, OK. Donc, avant ça, on avait 2 équipes de 15-16 ans, 4 équipes d'âge junior. Là, on a souvent 4 équipes de joueurs 15 à 16 ans parce que les jeunes veulent savoir tôt maintenant, ça prend quoi? Oh oui. Qu'est-ce que je dois faire? Oui. Puis si je veux me rendre là, il faut que je fasse quoi? Fait que déjà, s'enligner, oui, souvent, ce processus-là va se terminer à 19 ou 20 ans. Puis maintenant, la majorité des équipes, des fois, vont t'offrir une bourse un petit peu plus tôt, mais ils vont te dire, je veux que tu rentres à 20 ou 21. Okay. Parce qu'universitaire américain, tu as la chance de jouer jusqu'à 24-25 ans. Puis si tu regardes les rosters des équipes, il y en a beaucoup que c'est des joueurs un petit peu plus âgés. Donc, ils ont la chance de te prendre un petit peu plus tard, un petit peu plus mature et de te garder plus longtemps. Donc, mais pour prendre l'information et savoir qu'est-ce que je dois faire à l'école ou au hockey, bien, les jeunes viennent de plus en plus chercher l'information. Puis je te dirais qu'à chaque année, on est vraiment plein, même qu'on doit refuser des gens sans même faire de publicité vraiment. Là, comment ça fonctionne? Les jeunes, ils s'inscrivent, tu l'annonces? J'ai mon site web, mes réseaux sociaux, mais ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on va auprès des entraîneurs. Nous, on envoie l'information aux entraîneurs des équipes parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même un très, très haut niveau. Fait qu'il faut quand même que tu ailles un certain niveau de jeu, mais tu sais, tu es en ton développement. Ça se peut que tu ne sois pas prêt là, mais tu peux être prêt dans 4-5 ans. Sauf qu'on essaie d'avoir les meilleurs prospects possibles, mais c'est quand même ouvert à tous. Et puis, il y a vraiment un beau niveau de jeu. Même que l'an dernier, j'en ai toujours eu, mais l'an dernier, j'ai eu un groupe d'Européens. Justement, un agent européen qui avait entendu parler de mon camp m'a contacté tout ça, puis il m'a dit que cette année, il viendrait probablement avec un plus gros groupe de joueurs, puis que lui, cette année, allait faire le voyage pour venir ça, parce que ses joueurs ont vraiment aimé l'expérience. Donc, c'est quand même le fun. C'est une belle formule. C'est beaucoup de travail. C'est une fin de semaine très, très, très intense. Mais, tu sais, à chaque année, c'est tellement gratifiant. Puis c'est tellement le fun de côtoyer ces coachs-là. Parce que même nous, on va chercher plein d'informations. Ce qu'on va faire, de la manière qu'ils font. On échange beaucoup le soir en soupant et tout ça. Puis entre les pratiques tu sais, surtout, justement, à l'école, vous faites quoi? Dans le gym, vous faites quoi? Sur la glace, vous faites quoi? Comment vous structurez vos choses, vos installations? Tu sais, ces équipes-là, là, puis sur mon site, j'en mets beaucoup sur les réseaux. Tu sais, ils ont des installations de niveau NHL. Même des fois, il y a des écoles qui ont des budgets qui sont incroyables. Donc, l'expérience que tu peux vivre quand tu es là est vraiment incroyable. Moi, aujourd'hui, avec un pas de recul, tu sais, je le dis souvent à tout le monde, même si j'ai eu la chance de jouer professionnel ou quoi que ce soit, si tu me demandes où est-ce que tu voudrais reculer dans ta carrière de hockeyeur ou dans ta vie, je te dirais, remets-moi première année d'université. Ce que j'ai vécu au niveau hockey, expérience, mais aussi vivre avec les chums que je me suis fait en appartement, les 4 gars avec qui j'habitais. Tu sais, même encore là, aujourd'hui, c'est comme des frères. On a tellement vécu de belles expériences ensemble à un moment dans notre vie où c'était le fun de faire ce qu'on faisait.
Donc, moi, je le recommande à tout le monde. C'était vraiment le fun. C'est sûr que le landscape, comme on dit, a changé un petit peu. Maintenant, tu as besoin au niveau scolaire, comparativement dans mon temps, d'avoir des critères un petit peu plus, sans dire stricts, mais il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir entrer là. Tu as ton test d'admission. Les prérequis sont différents. Les prérequis sont différents un petit peu. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de venir chercher l'info tout de suite. Puis, tu sais, à partir de secondaire 3-4, là, de dire, bien, si je veux m'enligner pour là, voici ce que je dois faire. C'est sûr qu'aussi, depuis 2-3 ans, la carrière du joueur universitaire a changé parce que maintenant, tu as le droit de transférer d'université. Okay. Ça a parti avec le football et le basketball universitaire. Puis là, ben, ça s'est répandu aux autres sports. Donc, moi, dans mon temps, si tu changeais d'université pour une raison quelconque, tu devais passer 1 an sans jouer. Juste pratiquer avec l'équipe, recommencer la saison suivante. Maintenant, tu as le droit de transférer une fois dans ta carrière. Okay. Donc, si jamais, pour peu importe la raison, ça ne fonctionne pas bien, tu n'es pas satisfait ou quoi que ce soit, ben, tu as le droit de mettre ton nom dans un portail qui appelle. Et puis, d'autres équipes peuvent te contacter. Fait qu'on le voit maintenant plus récemment. Il y a des gens qui vont dire pourquoi il était à telle université, maintenant il est là. Ben, tu as le droit maintenant. Okay. Donc, ça change la dynamique. Ouais. Puis, c'est bon d'en parler là, puis de le dire aux jeunes que ça peut peut-être arriver. Ça peut des fois être bon pour le joueur, mais ça peut être négatif aussi parce que avant ça, si des fois ça allait moins bien, ben l'université s'est engagée avec toi pendant 4 ans et te gardait. Là, maintenant, si tu ne fais pas le travail, puis on parlait des détails tantôt, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire, ben ça se peut qu'ils tassent un petit peu ou qu'ils t'amènent à dire, ben là, j'ai plus ma place, je dois quitter. Ils peuvent se le permettre maintenant. Ben un peu, des deux. Ça va des deux côtés. Il y a des pour et des contre, mais ça peut jouer pour toi ou contre toi. Donc, c'est important de savoir cette information-là, puis de se préparer en fonction de ça. Bien, écoute, Claude, merci beaucoup. Puis pour le camp Apex, je vais mettre aussi tous les liens. Tu me donneras toutes les informations. Je vais mettre ça dans le descriptif. Claude, merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, j'en prends tout le temps. Je m'écris des petites notes. C'est tellement intéressant. Puis, Claude, merci beaucoup encore d'être venu. Hey, ça me fait plaisir. Alors, on se voit la semaine prochaine. Si tu as trouvé de la valeur un peu dans cette vidéo-là, dans ce podcast-là, partage-le avec tes amis. S'il te plaît, abonne-toi. C'est ma paye, ça. Fait qu'abonne-toi, ça va me faire super plaisir. Puis s'il y a des choses que tu aimerais discuter, des choses que tu aimerais savoir, ben gêne-toi pas pour m'écrire aussi. Puis tu peux m'écrire à Coach Goyette, goyette360.com. On se revoit la semaine prochaine. Salut! 9, 8 on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.